Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. C'était, je dois l'avouer, une après-midi presque parfaite à Deauville. Le soleil miroitait sur la mer, et la terrasse de l'Hôtel du Soleil baignait dans une chaleur douce qui apaisait l'âme. J'étais parfaitement heureux. Si l'on mettait de côté l'humiliation cuisante qui se déroulait sous mes yeux. En face de moi, de l'autre côté de la petite table, était assis Hercule Poirot. Sa tête en forme d'œuf brillait sous l'ombre soigneusement orientée de son parasol. Entre nous, un échiquier trônait, bien qu'il serait généreux d'appeler cela une bataille. Le cavalier de Poirot venait d'éliminer madame, et mes pions restants semblaient trembler de peur. « Mon cher Hastings, » murmura Poirot en plaçant délicatement son fou, « vous menez vos troupes avec l'enthousiasme d'un homme qui court à ses propres funérailles. »« Allons donc, » protestai-je avec indignation, « je prends simplement mon temps. » La moustache de Poirot tressaillit. « Prendre votre temps, oui. Réfléchir, non. » J'échappais à une nouvelle remarque cinglante grâce à l'arrivée d'un maître d'hôtel en livrée, un plateau d'argent à la main. Sur celui-ci reposait une seule enveloppe, couleur crème, scellée avec élégance. « Pour Monsieur Poirot, » dit-il en s'inclinant. Poirot l'accepta avec un hochement de tête d'une gravité exagérée. « Une lettre, Hastings, une distraction bienvenue face à vos tactiques échiquènes suicidaires. » Je ne relevai pas la pique, me penchant plutôt vers lui tandis qu'il fendait l'enveloppe du bout de l'ongle. Ses sourcils se haussèrent, légèrement, une expression que j'avais appris à reconnaître comme son équivalent de la surprise. « Eh bien ?» demandai-je. Poirot tapota la lettre. « Il semble, mon ami, que le destin nous ait réservé une main bien plus intéressante que le sacrifice mal avisé de votre tour. » Oubliant la partie, je me penchai par-dessus son épaule, sans me douter que c'était là le premier remous d'une vague qui allait bientôt nous entraîner dans le pari le plus étrange de la carrière d'Hercule Poirot. Poirot étala la lettre sur la table avec un soin méticuleux, lissant le papier du bout des doigts. Il suivit du doigt la signature penchée, audacieuse, Victor Langridge. Même moi, qui ne prétendais pas connaître la haute société, avais entendu ce nom. Un joueur d'une audace légendaire. Langridge aurait, disait-on, un jour mis en jeu le manoir familial sur un simple tour de cartes. « Eh bien, » dis-je, incapable de masquer ma curiosité, « que veut-il de vous ?» Poirot lut à voix haute, de son ton théâtral et posé. « Mon cher monsieur Poirot, je me trouve au seuil d'un pari sans pareil, un pari dont les enjeux dépassent la richesse, la réputation et l'orgueil. Ce soir, dans le salon de jeu privé de cet hôtel même, je mettrai en jeu ma propre vie. Je vous supplie, vous seul en qui je place ma confiance, d'en être le témoin. À minuit. L'issue vous appartiendra. Votre dévoué dans l'esprit du hasard, Victor Langridge. » « Eh bien, » soufflai-je, la gorge un peu sèche, « c'est plutôt dramatique. » Poirot pinça les lèvres. « Un pari plus grand que la vie elle-même. Voilà un langage qui ne s'emploie pas pour faire admirer un simple tour de cartes. Ce serait une plaisanterie, peut-être, une mise en scène un peu théâtrale. » La tête de Poirot fit non, d'un mouvement aussi précis qu'un pendule. « Non, Hastings,
Victor Langridge ne plaisante pas avec sa réputation. La réputation de l'hôtel, connu pour attirer joueurs, mondains et amateurs de scandales, en faisait la scène idéale pour un homme aussi théâtral que Langridge. Poirot se leva, époussetant ses poignets comme s'ils étaient couverts de miettes invisibles. « Allons, mon ami, une petite promenade dans le casino s'impose. Il est souvent instructif d'observer son public avant que le rideau ne se lève. » Je le suivis, aussi intrigué qu'à l'accoutumée, par le sens aigu de l'occasion de Poirot. L'air du casino était épais de parfums, de fumée de cigares et du bourdonnement discret des fortunes qui montaient ou s'effondraient. Tout autour de nous, des visages rayonnaient de cupidité, de désespoir et de cette fièvre particulière que seul le jeu peut provoquer. Même Poirot, d'ordinaire imperméable à l'ambiance, s'arrêta un instant pour observer. « Un temple, Hastings, » dit-il doucement. « Un temple dédié au hasard. Et ce soir, il semble que le hasard ait convié Hercule Poirot en personne. » J'avais toujours pensé que Poirot possédait ce talent singulier de transformer une simple promenade en exercice de déduction. Le célèbre casino de l'hôtel lui offrait un terrain fertile. Chaque visage, chaque geste était pour lui une pièce d'un puzzle invisible que lui seul savait décrypter. La salle scintillait à parts égales de richesse et de désespoir. Les diamants étincelaient au cou et aux poignets, tandis que le cliquetis des roulettes se mêlait aux soupirs discrets des joueurs découvrant leur sort. L'atmosphère était saturée de parfums et de tension, les deux appliqués avec une générosité excessive. Poirot et moi fîmes le tour de la pièce, lentement, sous prétexte d'admirer la décoration. En réalité, le regard de Poirot n'était pas fixé sur les lustres, mais bien sur les joueurs eux-mêmes. Ces petites cellules grises étaient déjà à l'œuvre. « Observez, mon ami, » murmura-t-il d'une voix basse. « Ce monsieur à la table de baccarat, celui dont le poignet de chemise est usé et les mains tremblent. Que voyez-vous » Je plissais les yeux. Je vois un homme qui perd beaucoup, précisément. Et pourtant, il continue de jouer. Un homme qui ne peut se permettre de perdre et qui ne peut se permettre d'arrêter. Poirot secoua la tête avec tristesse. C'est une maladie, Hastings, une faim qui dévore l'âme. Nous croisâmes une femme blonde couverte d'émeraude, riant trop fort à quelque chose que son compagnon venait de dire. Le regard de Poirot s'attarda. Et là, mon ami, une veuve, je crois. Une femme qui rit pour dissimuler sa peur. J'allais lui demander comment il pouvait en être si sûr, mais Poirot ne m'en laissa pas le temps. Et là-bas, voici notre hôte pour la soirée. Il hocha discrètement la tête en direction d'un homme grand, élégant, posté près de la table des mises élevées et en pleine conversation avec un croupier. Armand Lenoir, le directeur du casino. On dit qu'il connaît chaque dette, chaque secret contracté entre ses murs. « Et la jeune femme à ses côtés ?» demandai-je. Les sourcils de Poirot se haussèrent légèrement. « Voilà, mon cher Hastings, mademoiselle Héloïse Durand, la secrétaire de Victor Langridge, une femme qui reste trop immobile et observe trop. »« Vous voulez dire ?»« Chut !» souffla Poirot. « Vous regardez, mais vous n'observez pas. » Son ton énigmatique ne fit qu'attiser ma curiosité. Mais avant que je puisse insister, l'horloge imposante sonna 11 heures. Notre promenade touchait à sa fin, mais la partie, elle, semblait à peine commencer. À exactement minuit moins 5, Poirot et moi nous tenions devant la porte, en acajou poli, menant au salon de jeux privés de l'hôtel. Le couloir était étrangement silencieux, l'air chargé d'anticipation. Ou peut-être n'était-ce que mes nerfs, à vif. Poirot ajusta sa moustache avec un soin rituel. « Hastings, vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt? Ce n'est pas un simple pari, c'est une mise en scène. »
Oui, vous aviez un ton assez dramatique, répondis-je. Poirot esquissa un léger sourire. Un joueur de la réputation de Langridge ne met pas sa vie en jeu sans s'assurer d'avoir un public à la hauteur. Sur ce, il ouvrit la porte. La pièce était un modèle de luxe discret. Une seule table recouverte de drap vert, une lampe en laiton et une carafe en cristal à moitié remplie de cognac. Au centre, Victor Langridge gisait sur le tapis, une main crispée sur sa poitrine, l'autre fermement refermée sur une carte à jouer. L'as de pique, murmurai-je. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont elle brillait entre ses doigts. Poirot s'agenouilla près de l'homme, cherchant un pouls du bout des doigts. Il y avait un souffle de vie, presque imperceptible. Les yeux de Langridge s'ouvrirent un instant, ses lèvres formant des mots tremblants. Le dernier pari. Elle connaissait les risques, puis le silence. Poirot posa doucement la main sur la carte, la retirant avec précaution des doigts crispés de Langridge. Son expression devint pensive. Curieux, Hastings, très curieux, je n'en pouvais plus. Poirot, que signifie tout cela? Poirot se releva, époussetant ses genoux. Cela signifie, mon ami, que la partie a commencé, une partie de vie ou de mort. Mais la pièce était verrouillée de l'intérieur, protestai-je en montrant la clé encore dans la serrure. Poirot haussa simplement les épaules. Les pièces verrouillées, mon cher Hastings, sont comme les disputes amoureuses, bien plus fréquentes qu'on ne le croit, et rarement aussi ingénieuses qu'elles en ont l'air. Il s'approcha de la fenêtre, testa le loquet et fronça les sourcils. La seule question qui compte est celle-ci. Qu'est-ce qu'un joueur redoute plus que de perdre? La mort, hasardai-je. Les yeux de Poirot brillèrent. Non, mon ami, être surpassé. Minuit sonna. Au même instant, Poirot plaça l'as de pique bien droit sur la table, telle une pierre tombale marquant l'endroit. La partie continue, Hastings. Et moi, Hercule Poirot, je m'assurerai que chaque carte soit révélée. Je sus aussitôt que Victor Langridge était en train de mourir, ou comme Poirot le dirait plus tard, de faire sa dernière mise. Il gisait, affalé sur le tapis, un sourire étrange figé sur le visage. Des perles de sueur brillaient sur son front, et ses doigts tremblants serraient là de pique, comme s'il s'agissait d'un talisman repoussant le destin. Poirot s'agenouilla à ses côtés avec une tendresse surprenante, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait quelque chose de plus profond que la respiration. « Mon cher monsieur Langridge, » dit Poirot doucement, « vous êtes en présence d'Hercule Poirot. S'il y a quelque chose que vous devez dire, dites-le maintenant. » Les paupières de Langridge frémirent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et dans une voix semblable au froissement d'un vieux papier, il murmura « Le dernier pari. » Elle connaissait les risques. Puis, dans un souffle, il sombra dans l'inconscience. Poirot prit l'as de pique entre ses doigts, le tenant à la lumière avec la révérence d'un prêtre examinant une relique sacrée. « L'as de pique, » dis-je en tentant de réprimer un frisson. « Ce n'est pas la carte de la mort. » La moustache de Poirot frémit à peine. « Seulement pour les esprits superstitieux, mon ami. Pour un esprit rationnel, ce n'est qu'une carte, avec une histoire à raconter. » Nous examinâmes la pièce ensemble, un salon privé sans aucun signe d'effraction, avec une seule clé, toujours dans la serrure, côté intérieur. Poirot jeta un œil à la fenêtre solidement verrouillée, puis passa un doigt sur la carafe et les verres sur la table. Rien ne semblait déplacé, comme si Langridge s'était empoisonné, seul, sans témoin. « Mais pourquoi la carte ?» demandai-je. « Qu'est-ce qu'elle signifie ?» Poirot la glissa dans sa poche avec un geste théâtral. « Voilà, mon ami, ce que nous allons demander aux autres.
car lorsqu'un homme choisit de mourir en tenant une seule carte, ce n'est jamais un hasard. Il redressa ses poignets. « Allons, Hastings, rencontrons les autres joueurs de cette étrange partie. » Nous trouvâmes Lady Margot Kettering dans le jardin d'hiver de l'hôtel, assise sur une méridienne qui convenait parfaitement à son allure fragile. Elle était mince, dotée de cette beauté délicate qui pousse les hommes à vouloir protéger ou à se sentir idiots. Un nuage de parfum à la lavande flottait autour d'elle, entêtant dans la chaleur de l'air. Poirot s'approcha d'elle avec cette galanterie exagérée qu'il réservait à certains types de femmes. « Madame, » dit-il en s'inclinant légèrement, « pardonnez cette intrusion. Je suis Hercule Poirot, et voici mon collègue, le capitaine Hastings. » Elle me gratifia d'un sourire léger et tremblant, que je lui rendis maladroitement, me demandant si je devais moi aussi m'incliner. « Victor, » commença-t-elle, la voix étranglée. « Est-ce qu'il... » Poirot leva une mano. « Madame, je vous en prie. Nous devons poser quelques questions avant de pouvoir en parler. » Elle hocha la tête, sortant un mouchoir en dentelle bien trop raffiné pour être pratique. Bien sûr. Poirot s'installa doucement à ses côtés. « On vous a vu dîner avec Monsieur Langridge ce soir. Vous étiez proches, je présume. »« Oh, Victor et moi nous connaissions depuis des années, » répondit-elle d'un ton léger, bien que ses doigts tordaient le mouchoir avec nervosité. « Il m'a tant appris, sur les cartes, sur le courage. Et sur les dettes, » lança Poirot d'un ton soyeux. Son sourire vacilla. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. »« Allons, madame, » reprit Poirot avec douceur. « Une femme ayant votre goût pour les choses raffinées, fréquentant un établissement tel que celui-ci, je pense que la fortune et vous n'avez pas toujours été de bonnes amies. » Elle rit, trop vivement. « Vous êtes un véritable détective. »« Oui ?» dit Poirot en joignant ses doigts. « Dites-moi, madame, redoutiez-vous Victor Langridge ?» La question tomba comme une pierre dans une mare calme. Ses doigts se figèrent. « Pourquoi l'aurais-je craint ? Parce qu'un homme qui connaît votre façon de jouer sait aussi quand vous trichez. » Ses lèvres s'ouvrirent, prêtes à protester, mais Poirot se pencha légèrement en avant. « Lady Margot, il n'y a aucune honte à être désespérée. Je ne juge pas. Je cherche seulement la vérité. » Elle soupira, ses épaules s'affaissant. « Très bien. Oui, je devais de l'argent à Victor, une grosse somme. Mais il ne m'a jamais réclamé de remboursement. Il disait que j'étais plus divertissante dans la dette. »« Curieux, » murmura Poirot. « Et ce soir, de quoi avez-vous parlé ?» Elle jeta un coup d'œil vers moi, puis revint à Poirot. Il m'a parlé d'un pari final, quelque chose qui allait tout changer. Mais il ne m'a rien dit de plus. Poirot sortit l'as de pique de sa poche et le posa sur la table entre eux. Lady Margot poussa un petit cri, portant la main à sa bouche. « Vous le reconnaissez, madame ? C'est sa carte. Il la gardait toujours sur lui. Il disait qu'elle lui rappelait que le destin ne fait de cadeaux à personne. » Le regard de Poirot se durcit. « Dites-moi, madame, et vous, que portez-vous » Elle hésita un instant, puis plongea la main dans son petit sac de soirée. Elle en sortit une seringue en verre, à moitié remplie d'un liquide clair. Poirot la prit délicatement. « Et ceci, madame, c'est quelque chose que Victor m'a donné, pour mes nerfs. Ou peut-être pour les siens, » murmura Poirot. L'entretien terminé, nous laissâmes Lady Margot tremblante sous son nuage de lavande, les yeux fuyants et inquiets. « Eh bien, » dis-je en sortant dans le couloir, « si elle n'est pas coupable, je veux bien manger mon chapeau. » Poirot esquissa un mince sourire. « Ah, mon ami, vous pensez, mais vous n'observez pas. » Nous trouvâmes le colonel Geoffrey Stroud,
installé dans le bar de l'hôtel, agrippé à ce qui semblait être son 3e ou 4e whisky. Son visage, rougi par le soleil et l'alcool, portait l'expression caractéristique d'un homme persuadé que le monde entier lui doit quelque chose, et qui en est très fier. Il nous salua d'un grognement sonore, abattant son verre sur la table avec une telle force que les couverts en tremblèrent. « Qu'est-ce que vous me voulez, vous deux ?» demanda-t-il, sa moustache frémissante, tel un morse offensé. Poirot incline poliment la tête. « Colonel Stroud, c'est à propos de Monsieur Langridge. Vous le connaissiez bien, je crois ?»« Le connaissais, » ricana Stroud, un rire bref et amer. Cet homme était un danger public. Un beau parleur avec une veine du diable. Il m'a plumé de 500 livres au baccarat le mois dernier. Et ce soir, il recommençait. Toujours aussi direct, Hastings intervint brusquement. « Plusieurs invités vous ont entendu le menacer, colonel. » Le visage du colonel vira au cramoisi. « Rien que du vent, je vous le garantis. Je dis beaucoup de choses quand j'ai bu un peu trop. Je n'en pensais pas un mot. Et puis, je n'étais pas le seul à lui vouloir du mal. La moitié des gens ici auraient volontiers tordu le cou à cet escroc pour les ruines qu'il a causées. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Et pourtant, vous l'avez suivi à l'étage avant minuit. On vous a vu, mon colonel. » Stroud grimaça. « Je suis monté dans sa chambre seulement pour lui demander un service, si vous voulez tout savoir. Je pensais que s'il me donnait un bon tuyau, je pourrais peut-être récupérer ce que j'avais perdu. Cet homme était une légende, non? Il connaissait toutes les ficelles. Et vous a-t-il aidé? » demanda Poirot d'un ton calme. Stroud hésita, puis secoua la tête. Il m'a dit de déguerpir, qu'il avait déjà réservé sa chance pour ce soir. Des sottises, si vous voulez mon avis. Et vous êtes parti? Oui, je suis sorti en claquant la porte, assez fort pour réveiller tout le couloir, je suppose. Mais ce n'était que du bluff. Je ne suis pas un assassin, Poirot. Poirot jeta un coup d'œil à la main du colonel. Ses doigts portaient des traces d'encre comme s'il avait griffonné un mot à la hâte. Il ne dit rien, mais je reconnus cette lueur dans ses yeux, celle qui signifiait qu'il avait vu ce que personne d'autre n'avait remarqué. En quittant la pièce, je soufflai à Poirot. Il ment sur quelque chose. Bien sûr, mon ami, murmura Poirot. Mais sur quoi? Voilà la vraie question. Notre prochain entretien nous mena à mademoiselle Héloïse Durand, la secrétaire personnelle de Victor Langridge. C'était une femme pâle et quelconque, du genre à se fondre dans le décor, si ce n'était pour ses yeux d'un noir saisissant, qui allaient et venaient nerveusement, alors que Poirot prenait place face à elle. Elle était assise dans le salon privé de Langridge, les mains crispées sur ses genoux, les jointures blanches de tension. Elle se leva à notre entrée, mais Poirot lui fit signe de rester assise. « Mademoiselle Durand, » dit Poirot d'une voix douce, « je souhaite simplement vous poser quelques questions à propos de votre employeur. » Ses doigts se tordaient l'un contre l'autre. « Victor, il est mort, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Hélas, mademoiselle, » répondit Poirot avec douceur. « Je crains qu'il ne le soit, presque. » Des larmes jaillirent dans ses yeux, mais je remarquai quelque chose d'étrange. Il y avait du chagrin, oui, mais aussi une profonde culpabilité, comme si un poids terrible pesait sur elle. « Vous étiez avec lui ce soir, n'est-ce pas ?» poursuivit Poirot. « On vous a vu quitter sa chambre peu avant minuit. » Elle hocha la tête, les yeux baissés. « Il m'a demandé de préparer un document, quelque chose de très important. Il appelait cela son dernier pari. Son testament, suggérai-je. « Non, » répondit-elle vivement. C'était une liste de noms. « Des noms ?» répéta Poirot, sa voix se faisant légèrement plus aiguë.
De quelle nature, mademoiselle? Elle hésita. Je ne suis pas certaine. Il ne m'a pas expliqué. Mais il disait que c'était son registre des dettes, les vraies dettes, pas de l'argent, mais des secrets, dus et gardés. Je clignai des yeux. Quel genre de secret? Les mains de mademoiselle Durand tremblaient. Je ne peux pas dire. Victor ne m'a jamais tout confié, mais il avait peur, une peur panique en vérité. Il disait que quelqu'un de son passé revenait le chercher. Quelqu'un de son passé, répéta Poirot doucement. Un fantôme, peut-être. Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas, mais Victor pensait que cette personne détenait la clé de son destin et que ce soir, tout serait décidé. Poirot se pencha légèrement. Et cette personne, Victor vous a-t-il donné un nom? Non, dit-elle faiblement, mais il l'appelait Lasse. Les sourcils de Poirot se haussèrent d'un rien. Lasse? Les doigts de Miss Durand recommencèrent à se tordre. Il disait que la seule carte restante à jouer était l'as de pique, et que si elle apparaissait, il saurait que tout était fini. Poirot se leva brusquement. « Merci, mademoiselle. Vous nous avez été d'une grande aide. » Nous la laissâmes tremblante, et Hastings, sans surprise, était totalement dépassé. Poirot, que diable cela signifie-t-il? Poirot sourit en ajustant ses manchettes. Cela signifie, mon ami, que dans cette partie, ce sont les cartes elles-mêmes qui sont les joueurs. Il n'ajouta rien, mais je savais qu'à l'intérieur de ce crâne brillant, la grande machine mentale d'Hercule Poirot s'était mise en route. Nous retrouvâmes Armande Lenoir, le directeur du casino, dans son bureau, au-dessus de la salle de jeu, une pièce si impeccable, si méthodiquement ordonnée, qu'elle faisait presque paraître la maniaquerie de Poirot, négligée en comparaison. Tout brillait. Le bureau en acajou poli, le presse-papier en cristal, le stylo-plume doré posé à un angle parfait. Lenoir lui-même se tenait près de la fenêtre, fumant un fin cigare, les cheveux noirs, plaqués en arrière, si lisses qu'on aurait dit qu'ils étaient vernis. Son sourire, lorsqu'il se tourna pour nous saluer, mesurait exactement 2 centimètres, pas plus. « Monsieur Poirot, dit-il d'un ton mielleux, je me doutais que vous viendriez avant la fin de la nuit. »« Vraiment ?» répondit Poirot, les sourcils légèrement levés. « Vous avez donc le don de prescience. »« Dans mon métier, » dit Lenoir avec un petit haussement d'épaule, « on apprend à anticiper les ennuis. » Poirot s'installa avec aisance sur le fauteuil, en face du bureau, les doigts croisés. C'est regrettable, n'est-ce pas, lorsqu'un client s'effondre dans votre établissement, et plus regrettable encore lorsque la direction conclut à une crise cardiaque, avant même que le médecin n'ait examiné le corps. Le sourire de Lenoir se figea. Un homme comme M. Langridge, ce n'est pas si surprenant. Ah, mais voyez-vous, monsieur, moi, je ne m'occupe pas des suppositions, je m'occupe des faits. Poirot se pencha, son regard perçant. Et le fait est que vous étiez très désireux de faire passer cet incident pour parfaitement naturel. Les doigts de Lenoir tressaillirent, à peine perceptiblement. « C'est absurde, vraiment, » dit Poirot, la voix douce, presque compatissante. « Un homme avec votre réputation ne craint pas le scandale, à moins que ce scandale ne risque de dévoiler quelque chose de bien pire. » Lenoir porta la main à son cigare, mais la voix de Poirot l'arrêta net. Monsieur Langridge n'était pas qu'un simple invité, n'est-ce pas? Il était aussi un créancier, non? Pendant un bref instant, quelque chose passa dans les yeux de Lenoir. Puis il haussa les épaules avec un petit rire forcé. « Vous prêtez trop d'attention aux ragots, monsieur Poirot. » Les ragots, comme les rivières, ont toujours une source, dit Poirot avec douceur, et la source de celle-ci ne se trouverait-elle pas dans votre grand livre de comptes, peut-être?
Le noir se raidit. Mes comptes sont en parfait ordre. L'expression de Poirot ne changea pas, mais ses doigts se mirent à tapoter doucement sur le bureau. 1, 2, 3, comme un tambour lointain. Oui, oui, en ordre, tout comme les comptes d'un homme qui les a tellement maquillés que même les chiffres en tremblent de honte. « Assez !» s'écria le noir en se levant. « Si vous avez des accusations à faire, monsieur Poirot, faites-les clairement. » Poirot se leva à son tour, boutonnant calmement sa veste. « Des accusations ? Non, monsieur, je ne pose que des questions, et il semble que celles-ci vous mettent particulièrement mal à l'aise. » Les poings de Lenoir se serrèrent. Langridge était un fauteur de troubles. Il mettait son nez dans des affaires qui ne le regardaient pas. Des affaires comme la disparition de certaines dettes, peut-être. Le sourire de Poirot était tranchant comme une lame. Et lorsqu'un homme qui en sait trop mise sa propre vie, la maison, elle, doit couvrir ses pertes, non. Le teint de Lenoir pâlit, sous ses cheveux lissés. « Je n'ai rien à voir avec sa mort. »« Ah, dit Poirot d'un ton tranquille, vous voyez, je n'ai jamais dit que vous en aviez. » Lenoir s'effondra sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Poirot se tourna vers moi avec l'air d'un homme à qui l'on vient de remettre l'as dans une partie truquée. « Venez, Hastings, laissons monsieur Lenoir méditer sur sa chance. » Nous quittâmes le bureau et, alors que la porte se refermait derrière nous, je me tournai vers Poirot. « Tu ne crois pas vraiment que c'est lui qui… » Poirot secoua la tête. « Non, mon ami. Il est coupable de bien des choses, mais pas de ce meurtre. » La suite de Langridge avait des airs de tombeau silencieux et étranges lorsque nous y entrâmes. Le lit était parfaitement fait, intact. Seul le bureau montrait des signes d'activité. Un verre de cognac à moitié vide, un jeu de cartes et un petit carnet relié de cuir, ouvert comme un journal, attendant une confession. Poirot le souleva avec précaution, tournant les pages lentement. Chaque entrée était un pari, mais pas d'argent. Chaque ligne consignait un secret. « Mon Dieu, » murmura Poirot, « ce n'est pas un livre de comptes, c'est un catalogue de péchés. Chaque nom inscrit avait misé une confession, et Langridge les avait notés avec une précision maniaque. Certaines étaient anodines, dettes impayées, petites indiscrétions. D'autres, bien plus sombres. Je me penchai au-dessus de son épaule, stupéfait par une telle froideur méthodique. Il jouait avec des secrets. Les secrets, dit doucement Poirot, sont la seule monnaie qui vaille qu'on meure pour elle. Il tourna la dernière page, où l'encre était encore humide. Une ultime entrée, écrite de la main soignée de Langridge. Le joueur mise sa vie contre l'as de pique. Poirot referma le carnet dans un léger claquement. La partie, mon ami, n'a jamais concerné les cartes. Elle concernait la vérité. Il était un peu passé midi lorsque Poirot annonça son prochain mouvement. Une série d'entretiens privés avec chacun des protagonistes de ce drame singulier. Naturellement, je m'attendais à un interrogatoire classique. Quelques questions polies, un brin d'insistance, et peut-être un soupçon de flatterie à la Poirot. Je me trompais. Poirot emporta avec lui l'as de pique, soigneusement glissé dans son portefeuille, comme une pièce à conviction accablante. Chaque fois qu'il s'asseyait devant un suspect, il sortait la carte sans un mot et observait. « Tu vois, mon ami, » expliqua-t-il alors que nous marchions vers le premier rendez-vous. « Ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, mais ce qu'ils révèlent sans parler. Pour chacun, l'as de pique signifie quelque chose de différent. Eh bien, dis-je, pour la plupart, ce n'est qu'une carte. » Poirot s'arrêta net, se tournant vers moi avec l'expression qu'on réserve aux enfants un peu lents. « Non, Hastings, pour un joueur, c'est un symbole. Pour un esprit superstitieux,
une malédiction, pour une conscience coupable, un miroir. Sur ce, il ouvrit la porte de la suite de Lady Margot, où le premier test allait commencer. Il posa l'as de pique devant elle sur un plateau d'argent, comme un magicien révélant son dernier tour. Le sourire de Lady Margot s'effaça aussitôt. Elle attrapa son mouchoir, les doigts tremblants. Poirot ne dit rien. Il observait. Vint ensuite le colonel Stroud. Dès que la carte fut posée, il éclata d'un rire sonore et forcé, vidant son verre de whisky d'un trait. « Un peu mélodramatique, non » lança-t-il, bien que ses jointures blanchissaient contre le bord de la table. La réaction de mademoiselle Héloïse Durand fut tout autre. Elle poussa un cri étouffé, ses yeux s'écarquillant dans une peur qui semblait sincère. Son regard chercha celui de Poirot. Puis elle replia nerveusement ses mains dans son giron et ne dit plus un mot. La réaction d'Armand Lenoir fut la plus étrange. Il se renversa dans son fauteuil, observa la carte avec une curiosité distante et déclara « C'est sa carte, n'est-ce pas ?» Le petit clin d'œil de Victor, mais je remarquai la fine pellicule de sueur sur son front, que son détachement affecté ne parvenait pas à dissimuler. Une fois les tests terminés, je coinçai Poirot dans le couloir. « Eh bien, qu'est-ce que tout cela t'a appris ?» Le sourire de Poirot était exaspérant. « Tout, mon ami. Et pourtant, rien du tout. » La chambre de Lady Margot Kettering était un chaos délicat. Des foulards de soie jetés sur les chaises, une flûte de champagne à moitié vide sur la table de nuit, et un long collier de perles abandonné sur la coiffeuse. Lady Margot elle-même était perchée sur une chaise longue, image parfaite d'une femme ayant épuisé sa chance. Poirot s'installa à côté d'elle, équilibrant soigneusement sa canne contre son genou. « Madame, dit-il doucement, lorsqu'une dame tremble à la vue d'une carte, ce n'est pas la carte qu'elle redoute, mais ce qu'elle représente. » Les doigts de Lady Margot se tordaient dans son giron. « Ce n'est que de la superstition. » « Non. » Poirot secoua la tête. « C'est de la culpabilité, madame, et la culpabilité est bien moins indulgente. » Un instant, elle sembla vouloir résister, mais la persistance douce de Poirot était une force à laquelle même les menteurs aguerris peinaient à résister. J'imagine que ce n'était qu'une question de temps, avant que quelqu'un ne découvre tout. « Découvre quoi, madame ?» Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, regardant la mer scintiller au loin. « J'avais un arrangement avec Victor. Il m'a appris à jouer, vraiment jouer, à compter les cartes, à bluffer au bon moment. Et en échange, je lui donnais certaines informations. » « Quel genre d'informations ?» demandai-je, la curiosité me gagnant. Elle se retourna, son sourire amer. Qui devait de l'argent à qui? Qui avait murmuré quel secret entre 2 coupes de champagne et des œufs de poisson? La monnaie d'un casino, capitaine Hastings, ce n'est pas l'argent. C'est la faiblesse. Poirot hocha la tête. Et cet arrangement, madame, n'était pas entièrement privé, n'est-ce pas? Elle mordit sa lèvre, les épaules affaissées. Armand savait. Il laissait faire, tant que Victor partageait le butin. Mais Victor, il s'est lassé. Il voulait un pari final, un vrai, avec un véritable risque. Il disait que c'était la seule façon de se sentir vivant à nouveau. Saviez-vous en quoi consistait ce pari? Demanda Poirot d'une voix douce mais tenace. Elle secoua la tête. Seulement qu'il impliquait l'as de pique. Il l'emportait partout avec lui. Il disait que c'était sa signature. « Et votre peur, ce soir, madame ?» Poirot se pencha légèrement. Elle n'était pas seulement pour le sort de Victor, mais aussi pour le vôtre. Des larmes montèrent à ses yeux. Si le secret de Victor remontait jusqu'à moi, je serais ruiné. Armand me livrerait au loup pour sauver sa propre peau.
Victor m'avait promis que j'étais en sécurité tant qu'il gardait la carte. Poirot sortit l'as de pique de sa poche. Lady Margot sursauta comme si elle venait de recevoir une gifle. « Et maintenant, madame, » dit Poirot doucement, « la carte m'appartient. » Lady Margot s'affaissa sur la chaise longue, son masque de glamour s'effritant, révélant une humanité bien plus nue. « Eh bien, » dis-je en quittant sa suite, « elle cache encore quelque chose, j'en suis sûr. » Le sourire de Poirot était à peine perceptible. « Mais oui, mon ami, elle cache tout, sauf la vérité. Et c'est la vérité, vois-tu, qui intéresse Hercule Poirot. » Le colonel Stroud se trouvait exactement là où je m'y attendais, dans le fumoir de l'hôtel, affalé dans un fauteuil en cuir, son verre de whisky serré, comme une bouée de sauvetage. Son visage était rouge, sa cravate de travers, et son expression oscillait entre l'agressivité et un vague remords. Dès que nous entrâmes, il nous salua d'un geste théâtral avec son verre. « Ah, le célèbre détective et son fidèle chroniqueur. Vous venez m'interroger? Allez-y, feu à volonté. » Poirot s'assit avec grâce, prenant soin de lisser le pli de son pantalon. « Merci, colonel. Votre hospitalité est des plus généreuses. »« Un whisky ?» proposa Stroud en désignant la carafe. « Rien de tel qu'un petit sérum de vérité. »« Je trouve, » dit Poirot, « que la vérité n'a besoin d'aucune aide, seulement de patience. » Le colonel éclata d'un rire trop fort. « Vous ne tirerez rien de moi, Poirot. J'ai déjà confessé mes péchés. J'ai menacé Langridge devant la moitié de la salle de bal. Que voulez-vous de plus ?»« Ah !» fit Poirot en levant un doigt. « Vous admettez la menace, mais pas le mobile. » Le sourire de Stroud s'effaça. « Le mobile ? Cet homme était un tricheur. Ça suffit, non ?» La tête de Poirot s'inclina. « Un tricheur, colonel. C'est une accusation des plus graves. » Stroud vida son verre. Il savait manipuler les probabilités trop bien. Il gagnait toujours, quel que soit le jeu. Dites-moi comment c'est possible. « C'est possible, mon colonel, » dit Poirot doucement, « lorsqu'un homme ne joue pas avec le hasard, mais avec la connaissance. » Les yeux du colonel se plissèrent. « Que sous-entendez-vous » Poirot posa l'as de pique entre eux, tel un pari lancé sur la table. Le colonel rit de nouveau, plus fort encore, un rire forcé. « Du théâtre, Poirot. Vous êtes aussi dramatique que Langridge ?»« Et pourtant, » dit Poirot, « vos mains, elles tremblent. » Le colonel reposa brusquement son verre. « Vous pensez que je l'ai tué, n'est-ce pas? Pour un pari perdu ?»« Non, » répondit Poirot. « Je pense que vous vouliez quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Vous vouliez son secret, sa méthode. » Le visage de Stroud s'assombrit. « Vous vous trompez complètement. » « Vraiment ?» Le sourire de Poirot était subtil. « Vous êtes allé dans sa chambre pour négocier, non? Peut-être espériez-vous échanger un chantage contre du savoir, mais vous êtes reparti les mains vides. » Stroud souffla bruyamment. « D'accord, oui, j'ai tenté de le faire chanter. Je lui ai dit que je révélerais ses combines s'il ne m'apprenait pas son truc. Mais il a simplement ri. Il m'a dit que son dernier pari était déjà lancé, qu'à minuit, tout serait réglé. Et ainsi, murmura Poirot, vous êtes reparti sans rien, frustré, mais pas meurtrier. » « Exactement, » grogna Stroud. « Je suis peut-être un idiot, Poirot, mais je ne suis pas un assassin. » Poirot se leva. « Merci, colonel. Vous avez été des plus instructifs. » Alors que nous nous éloignions, je soufflai à Poirot. « Mais enfin, s'il est innocent, pourquoi est-il aussi sur la défensive ?» La moustache de Poirot frémissait. « Parce que, mon ami, même un homme innocent craint ses propres secrets. » Mademoiselle Héloïse Durand nous attendait dans le salon d'écriture, assise à un petit bureau, dos à la fenêtre.
Ses cheveux étaient entirés en son chignon. Sévère habituel, bien que quelques mèches s'en soient échappées, ondulant comme des pensées égarées autour de ses tempes. Une pile de papiers reposait devant elle, chacun couvert de l'écriture assurée de Langridge. Poirot s'installa en face d'elle. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous étiez plus proche de M. Langridge que quiconque. Vous connaissiez ses humeurs, ses méthodes, vous connaissiez ses secrets. Ses doigts se crispèrent sur le stylo qu'elle tenait. Ses secrets. Oui, dit Poirot. Et ce soir il semble que l'un d'eux lui ait coûté la vie. Ses lèvres s'ouvrirent, comme pour protester, mais à la place, elle éclata en sanglots. Non pas des pleurs de choc, mais des larmes libérées après une peur longtemps contenue. « J'ai essayé de l'en empêcher, » murmura-t-elle. « Je l'ai supplié de ne pas aller jusqu'au bout. »« Jusqu'au bout de quoi ?» demandai-je. Elle secoua violemment la tête. Il appelait ça son pari final, le seul qu'il ne pouvait pas perdre. « Et qu'entendait-il par là ?» demanda Poirot, sa voix douce, presque cajoleuse. « Il croyait, dit-elle, que s'il misait sa propre vie, le destin ne pourrait résister. Il disait que c'était le jeu ultime, un duel entre lui et était la mort. » Hastings et moi échangeâmes un regard incrédule. « Mais c'est de la folie, lâchai-je. »« Non, » corrigea Poirot doucement. « C'est de la vanité, poussée à son ultime conclusion. » Mademoiselle Durand s'essuya les yeux avec le revers de sa manche. Il disait que l'as de pique déciderait de tout, que c'était la seule carte qui comptait. Poirot sortit la carte de sa poche et la posa délicatement sur la table. Mademoiselle Durand sursauta. « Il l'avait toujours sur lui, » murmura-t-elle. Il disait qu'elle lui rappelait que personne ne bat le destin, pas même Victor Langridge. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et pourtant, mademoiselle, vous aviez peur de quelque chose de plus. Que du destin, non ?» Son visage se décomposa. « Peut-être, » dit Poirot tout doucement. « Craignez-vous ce que ce dernier pari allait révéler ?» Elle baissa les yeux vers ses mains. Il tenait un registre, mais pas d'argent. C'était une liste de secrets que les gens avaient smisés contre lui. À chaque fois que quelqu'un perdait, il ne payait pas en francs, mais en vérité. Et ce soir, dit Poirot, il comptait utiliser ce registre comme sa dernière carte. Les larmes de mademoiselle Durand revinrent, plus douces cette fois. Je savais que, si ce registre sortait, quelqu'un finirait par le tuer. Je l'ai prévenu, supplié, mais il ne m'a pas écouté. Il disait que les cartes avaient déjà été distribuées. Poirot se leva, redressant ses manchettes. « Merci, mademoiselle. Vous m'avez donné tout ce dont j'ai besoin. J'attendis que nous soyons hors de portée d'oreille pour parler. Poirot, qu'est-ce que cela signifie ?» Le sourire de Poirot était fin. « Cela signifie, mon ami, que Victor Langridge ne jouait pas contre une personne. Il jouait contre chaque secret qu'il avait jamais collecté. Nous retrouvâmes Armande Lenoir, exactement là où l'on pouvait s'attendre à trouver un homme cultivant si soigneusement une image de contrôle absolu, assis derrière son imposant bureau en acajou, son cigare taillé à la perfection et ses boutons de manchette brillants comme des trophées d'une richesse prétendument acquise honnêtement. » Poirot entra sans cérémonie, saluant poliment Lenoir. « Monsieur Lenoir, j'espère ne pas trop vous déranger. »« Pas le moins du monde, » répondit Lenoir avec aisance, désignant une chaise avec la grâce chorégraphiée d'un homme qui ne se laissait jamais presser. « Mais je ne vois pas ce qu'il y a encore à discuter. La mort de ce pauvre Langridge est tragique. Mais les accidents tragiques ne nécessitent pas des interrogatoires sans fin. »« Ah, mais vous voyez, » sourit Poirot. « Hercule Poirot ne croit pas aux accidents. »
Le sourire de Lenoir ne vacilla pas, mais ses doigts ajustèrent à manchette, avec une précision un peu trop calculée. « Je vous assure, monsieur Poirot, que ce fut un incident médical, la conséquence malheureuse d'un mode de vie imprudent. » Vraiment, Poirot joignit ses doigts. « Et pourtant, vous avez été si prompte à l'annoncer, avant même que le médecin n'ait examiné le corps. » Lenoir haussa les épaules. « L'expérience, monsieur Poirot. On apprend à reconnaître ce genre de choses. De l'expérience dans la gestion de casino, peut-être, dit Poirot calmement, mais pas en médecine. » Le sourire de Lenoir s'affina. « Avec tout le respect que je vous dois, mon devoir est de protéger la réputation de cet établissement. Les spéculations autour d'un crime seraient malvenues. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, la réputation, une chose si délicate, comme un soufflet, facile à faire retomber. » Les jointures neuronaires de Lenoir se crispèrent contre le bois du bureau, trahissant un bref tremblement. « Si vous avez une question directe, monsieur Poirot, posez-la. »« Très bien. » Poirot se pencha légèrement. « Avez-vous, oui ou non, contracté, envers Victor Langridge, une dette si considérable qu'elle aurait pu ruiner votre affaire et votre réputation ?» Le sourire de Lenoir disparut. « C'est absurde. » Poirot haussa un sourcil. « Vous ne niez pas, je remarque. Langridge et moi avions un arrangement, » dit Lenoir d'un ton tendu. C'était un habitué, les comptes fluctuaient, naturellement. « Mais ce compte en particulier, » dit Poirot, « n'apparaissait pas dans votre registre officiel, n'est-ce pas? C'était une affaire privée, entre gentlemen. » Les yeux de Lenoir brillèrent d'un éclat dur. « C'est hors de propos. »« C'est tout à fait pertinent, monsieur, » répliqua Poirot avec douceur. « Car si Langridge avait choisi de révéler la nature de cette dette, cela aurait mis fin à votre carrière. » La main de Lenoir se dirigea vers la boîte à cigares, mais le regard de Poirot l'arrêta net. « Et pourtant, » reprit Poirot, « je ne pense pas que vous l'ayez tué. » Lenoir cligna des yeux. « Vous ne pensez pas? » ?»« Non. » Poirot se leva, époussetant sa manche comme s'il retirait une poussière imaginaire. « Mais vous êtes coupable tout de même. » « D'autre chose. » Le visage de Lenoir pâlit. « Que voulez-vous dire ?» Poirot sourit. « Vous êtes coupable d'avoir trop voulu paraître innocent. Et ça, mon cher monsieur, c'est la pire trahison de toutes. » Sans un mot de plus, Poirot tourna les talons et sortit, laissant Lenoir seul à son bureau, son calme lustré, enfin, ébréché. De retour dans notre suite, Poirot étala ses notes comme un général préparant une bataille. Chaque suspect avait fourni un alibi, mais à l'examen, chacun se révélait fragile. « Lady Margot affirme qu'elle était dans la salle de bal, à danser, » dit Poirot. « Mais elle s'est trompée sur le dernier morceau joué. Un morceau interprété après que Langridge se soit effondré. Lenoir s'est également placé dans la salle de bal, ajoutai-je. Oui, mais le barman l'a vu monter brièvement à l'étage, quelques minutes à peine, avant que l'alerte ne soit donnée. » Poirot tapota son menton. « Le colonel Stroud prétendait être dans le jardin, à fumer. Et pourtant, dis-je en me rappelant, une femme de chambre l'a vu sortir de la suite de Langridge à 11h30. Et mademoiselle Durand, dit Poirot. Elle donne un alibi si précis, à la minute près, qu'il ne peut venir que d'une conscience coupable. 4 suspects, 4 alibis fragiles. Et pourtant, insistait Poirot, la vérité ne se trouvait pas dans où ils étaient, mais dans pourquoi Victor Langridge avait misé sa vie. Je ne pus retenir ma curiosité plus longtemps. « Poirot, dis-je, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Qui a tué Langridge ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Mon ami, tu poses la mauvaise question. Et quelle est celle la bonne, alors ?» m'exclamai-je.
Poirot tapota doucement l'as de pique contre sa paume. Pas « qui » Hastings, mais « pourquoi ». Pourquoi un homme parierait-il sa propre vie? J'ouvris la bouche pour répondre, mais Poirot leva la main. « Ne réponds pas maintenant, mon ami. Tu comprendras, mais seulement quand toutes les cartes seront sur la table. » Et sur ces mots, il partit se coucher, me laissant totalement déconcerté. Il existe une certaine solennité lorsqu'Hercule Poirot réunit ses suspects. J'avais assisté à ce rituel suffisamment de fois pour reconnaître son sens du théâtre, l'agencement précis des chaises, le placement stratégique de sa canne et de sa montre de poche, et bien sûr, la disposition calculée des preuves. Ce soir-là, l'as de pique reposait sur la table centrale, posé avec toute la gravité d'un décret royal. Les suspects, Lady Margot, le colonel Stroud, Mademoiselle Durand et Armand Lenoir, avaient pris place, échangeant des regards nerveux, dignes d'écoliers, attendant leur punition. Poirot se tenait devant eux, les mains croisées dans le dos. Sa moustache brillait, sa symétrie parfaite, accentuée par les reflets vacillants du lustre. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ce soir, nous ne sommes pas réunis pour un jeu de hasard, mais pour un jugement. » Je grimaçai intérieurement devant cette phrase théâtrale. Mais je savais qu'il ne fallait jamais interrompre Poirot lorsqu'il entrait en scène. Il désigna l'as de pique. Cette carte, ce n'est pas simplement un symbole de malchance, non. Ce soir, c'est un arrêt de mort, signé non pas par un assassin, mais par la victime elle-même. Le silence qui suivit était si profond que j'entendis le bracelet de Lady Margot trembler à son poignet. « Nous allons commencer, » dit Poirot d'une voix fluide, par la dame dont la peur était si palpable qu'elle tremblait à la simple vue de cette carte. Lady Margot pâlit visiblement. « Vous voyez, mes amis, ce n'est pas qu'une carte, c'est une clé, la clé de tous les secrets qui nous ont conduits ici. » Sur ces mots, Poirot s'assit, et la représentation de toute une vie commença. Lady Margot Kettering était perchée au bord de sa chaise, une posture trop parfaite pour être naturelle. Elle tenait fermement son pendentif en saphir, le tournant comme pour se protéger du regard perçant de Poirot. « Madame, » dit Poirot doucement, « vous aviez peur de Victor Langridge, mais non pas parce que vous redoutiez un meurtre, non. Vous redoutiez d'être exposé. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour protester, mais Poirot leva un doigt. « Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous et Monsieur Lenoir, vous partagiez une alliance secrète, n'est-ce pas ?» Lenoir se raidit. « C'est absurde. »« Vraiment ?» sourit Poirot. « Vous voyez, mes amis, un casino n'est pas seulement un lieu de jeu, c'est un marché où les secrets se négocient comme des devises. Et Lady Margot, elle possédait quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. » Les yeux de Lady Margot se baissèrent. « Je ne voulais blesser personne, » murmura-t-elle. « Mais vous l'avez fait, » dit Poirot, en conspirant avec Monsieur Lenoir pour truquer les parties à enjeux élevés. Vous saviez qui pouvait se permettre de perdre et qui ne le pouvait pas. Vous saviez qui était vulnérable au chantage, et en échange, on vous laissait jouer. À crédit, si je ne me trompe. » Lenoir se pencha en avant, le visage tendu. « C'est n'importe quoi. »« Non, » répondit Poirot, les yeux brillants. « C'est précisément la vérité. Et Victor Langridge, lui, il a découvert votre petit partenariat. » Lady Margot poussa un petit cri, son masque se fissurant. « Il m'a dit que si je ne le payais pas en secret, il me détruirait. »« Ah !» soupira Poirot. « Les secrets, la monnaie la plus dangereuse qui soit. » Je me penchai vers Poirot et chuchotai. « Mais cela ne veut pas dire qu'elle l'a tué. » « Très juste, » acquiesça Poirot, « car voyez-vous, la peur de Lady Margot n'était pas celle du meurtre, mais d'être nommée dans le registre. »« Quel registre ?» s'écria le colonel Stroud.
Poirot tapota sa tempe. Le registre des secrets, conservé par Victor Langridge, un homme qui amassait les péchés d'autrui comme un avare amasse l'or. La voix de Lady Margot n'était qu'un murmure. Il m'a dit que l'as de pique était sa garantie. Tant qu'il le détenait, personne ne pouvait le toucher. Le sourire de Poirot était à peine visible. Et pourtant, ce soir, ce n'est pas lui qui tient l'as de pique. Il leva la carte pour que tous la voient. Ce soir, les cartes ont été redistribuées. La voix de Lenoir claqua, rageuse. « Si vous insinuez que nous l'avons tué, vous vous trompez. »« Non, » répondit Poirot, les yeux plissés. « Je dis seulement ceci. Lorsqu'un homme joue avec les secrets des autres, il entame une partie que personne ne peut gagner. » La tête de Lady Margot retomba entre ses mains, ses perles tremblant contre son cou. L'air de la pièce était lourd, comme chargé du poids de péchés inavoués. « Mais le meurtrier ?» chuchotai-je d'une voix urgente. Poirot leva un doigt. « Patience, mon ami. La dernière carte n'a pas encore été jouée. Si Lady Margot était toute nervosité fragile et maintien tremblant, le colonel Stroud en était l'exact opposé, bruyant, ronchon, bien décidé à maintenir son image d'homme fondamentalement incompris. Lorsque Poirot se tourna vers lui, le verre du colonel était déjà à mi-chemin de ses lèvres, bien que sa main tremblante fît teinter les glaçons. « Eh bien, allez-y, Poirot, » aboya-t-il. « Je suppose que vous allez tout mettre sur mon dos. »« Non, » répondit Poirot avec calme. « Hercule Poirot n'accuse pas, il dévoile. »« La même chose, » marmonna Stroud. « Allez-y, balancez. »« Colonel, » commença Poirot, « vous ne m'avez pas tout dit, n'est-ce pas? Vous avez prétendu avoir menacé Langridge sous le coup de la colère, à cause de vos pertes au baccarat. »« C'est la vérité, » répliqua Stroud rapidement. « En partie, » admit Poirot, « mais seulement en partie. En réalité, vous n'aviez nullement l'intention de lui faire du mal. Ce que vous cherchiez à obtenir de lui, c'était un secret bien plus précieux que de l'argent. » Le visage de Stroud se colora violemment. « Des absurdités. Vraiment ?» dit Poirot en brandissant une feuille de papier pliée. La note que Poirot avait discrètement subtilisée à Stroud plus tôt. « Ceci, mon colonel, est votre mot de chantage. Rédigé à la hâte, glissé sous la porte de Langridge. Vous lui proposiez de garder certains écarts secrets, à condition qu'il vous révèle son système. » La bouche de Stroud s'ouvrit, puis se referma. « Très bien, je l'admets, » grogna-t-il. « Je pensais que ce type avait une méthode infaillible pour gagner, un truc, un secret. Je ne voulais pas sa mort, Poirot. Je voulais apprendre de lui. »« Et pourquoi, mon colonel ?» demanda Poirot. « Un homme de votre statut serait-il si désespéré d'apprendre un tel secret ?» Les épaules de Stroud s'affaissèrent. « Parce que j'ai tout fichu en l'air, voilà pourquoi. Les cartes, les chevaux, la bourse. Vous me nommez un jeu de hasard, je l'ai perdu. Je croyais que si Langridge me montrait comment battre les probabilités, je pourrais enfin sortir du trou que j'ai creusé. Et donc, vous l'avez suivi jusqu'à sa suite, poursuivit Poirot. Et quand il a refusé, vous êtes parti, mais pas avant de lancer une dernière menace, pour ne pas repartir comme un imbécile. » Stroud rit, un son dur et amer. « C'est à peu près ça, oui. »« Ah !» soupira Poirot. « La tragédie de l'orgueil, mon ami. Elle aveugle un homme face à la seule certitude de la vie. »« Et laquelle ?» grogna Stroud. Le sourire de Poirot était mince. Qu'aucun joueur, aussi malin soit-il, ne peut battre le destin. Stroud s'enfonça dans son fauteuil, vaincu mais étrangement soulagé. Je ne pus m'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour cet homme. Il semblait que la seule chose qu'il ait véritablement perdue, c'était sa dignité.
Si la culpabilité avait un visage, ce serait celui de mademoiselle Héloïse Durand, lorsque Poirot se tourna vers elle. La pauvre femme semblait se ratatiner, ses doigts tordant l'ourlet de sa manche, jusqu'à menacer de la déchirer. « Mademoiselle Durand, » dit Poirot, sa voix étrangement douce, « vous en saviez plus sur le dernier pari de Victor Langridge que vous ne l'avez admis. »« Je ne sais pas, » balbutia-t-elle. « Ah, mais si. » Poirot tapota sa tempe. « C'est là, dans votre mémoire, même si vous avez tout fait pour l'enterrer. » La lèvre inférieure de Miss Durand trembla. « J'étais loyal envers M. Langridge. Je ne l'aurais jamais trahi. »« Non, » approuva Poirot. « La loyauté. Voilà votre plus grande faiblesse. » Elle cligna des yeux, au bord des larmes. « Que voulez-vous dire ?» Poirot se pencha vers elle. Le dernier pari de Victor Langridge ne concernait ni l'argent, ni les cartes. Il concernait la vérité. Les mains de Miss Durand se figèrent. « La vérité ?»« Oui, » dit Poirot. Le registre, celui trouvé dans sa suite, n'était pas un simple livre de comptes, c'était un registre de secrets. Et ce soir, Langridge avait l'intention de s'en servir pour démasquer un traître. Le visage de mademoiselle Durand se vida de toute couleur. « Non, il n'aurait pas... » « Mais si, » dit Poirot doucement, car Victor Langridge savait que quelqu'un dans son cercle intime vendait ses secrets. À qui? Il l'ignorait. Alors il a organisé ce dernier pari, un jeu où la récompense n'était pas l'argent, mais la vérité elle-même. Des larmes coulèrent sur les joues de mademoiselle Durand. « Il m'avait promis de me protéger. »« Ah, » murmura Poirot. « Tu vois, mon ami Hastings, voilà la vraie tragédie. Une loyauté achetée par la peur n'est pas une vraie loyauté. »« Mais qui était le traître ?» demandai-je, complètement perdu. Poirot tapota l'as de pique, toujours posé sur la table. Langridge voulait forcer chacun de ses amis à avouer ses péchés les plus sombres. Il savait que le coupable finirait par craquer sous la pression. Et mademoiselle Durand le savait, demandai-je. Bien sûr, dit Poirot, elle le savait, car c'est elle qui avait tapé le registre. Mademoiselle Durand pleurait en silence, la tête baissée. Et donc, dit Poirot, lorsqu'elle a compris que Langridge comptait tout révéler ce soir, elle s'est retrouvée face à un choix terrible, rester loyale ou se sauver elle-même. « Mais je ne lui ai rien fait !» s'écria-t-elle. « Je vous le jure. »« Non, » répondit Poirot avec douceur. « Je vous crois. Vous redoutiez l'exposition, mais vous n'aviez pas la volonté de tuer. »« Alors qui ?» insistai-je. Poirot leva la main. « Patience, mon ami. Nous approchons de la fin de la partie. » Miss Durand enfouit son visage dans ses mains, submergée par la honte et le soulagement. L'expression de Poirot était presque bienveillante lorsqu'il se leva, ajustant ses manchettes à la perfection. « La vérité, voyez-vous, » dit-il calmement, « est toujours le pari le plus coûteux. » La pièce tomba dans ce silence particulier qui suit une grande révélation, un calme si profond que même le crépitement du feu paraissait déplacé. Poirot se tenait droit, les mains croisées dans le dos, balayant les suspects du regard, s'arrêtant juste assez longtemps sur chacun pour les faire se tortiller sur leur chaise. « Vous avez tous supposé, » déclara Poirot, d'un ton à la fois doux et théâtral, que nous étions ici pour démasquer un meurtrier. Personne ne répondit, bien que Hastings me lançât un regard de côté qui trahissait clairement son espoir que ce fût bien le cas. Et pourtant, poursuivit Poirot, il n'y a aucun meurtrier dans cette pièce. Le souffle collectif fut si prévisible que j'aurais pu régler ma montre dessus. Aucun meurtrier, répétai-je, incapable de me contenir. Mais Victor Langridge est mort. Quelqu'un doit bien l'avoir. Non, mon ami, m'interrompit Poirot,
avec l'air d'un magicien dévoilant son plus élégant tour. Victor Langridge n'a pas été assassiné. Victor Langridge a été l'architecte de sa propre mort. Mademoiselle Durand poussa un petit cri, tandis que Lady Margot agrippait ses perles avec une ferveur renouvelée. Poirot s'avança, contournant lentement la table avec une élégance mesurée. Car voyez-vous, mes amis, Langridge ne vivait pas simplement du hasard, il l'adorait. Pour lui, la chance n'était pas un caprice passager, c'était un dieu à défier, et ce soir, il a conçu le pari ultime. « Que voulez-vous dire ?» lança le noir, la voix brisée par l'incrédulité. « Je dis, » répondit Poirot, « que Langridge a simulé son propre empoisonnement pour prouver, à lui-même surtout, qu'il pouvait même tromper la mort. »« C'est insensé, » grommela le colonel Stroud. « Quel homme miserait sa vie pour une mise en scène pareille ?» Poirot haussa un sourcil. Un homme comme Langridge, qui ne croyait en rien plus qu'en son propre génie. Hastings, à son crédit, semblait aussi confus que les autres. Mais enfin, Poirot, s'il a mis cela en scène, comment est-il mort? Le sourire de Poirot mêlait triomphe et mélancolie. Parce que, mon ami, il a joué une partie que nul homme ne peut réellement gagner. Il souffrait d'un mal cardiaque secret, qu'il avait caché même à ses plus proches collaborateurs. Le simple stress de son propre stratagème, l'attente, le pari, suffisait à le trahir. « Mais le poison, protestai-je, il y avait du poison. » « Ah !» Poirot leva un doigt. Il y avait quelque chose de bien plus subtil encore. Il plongea la main dans sa poche et en sortit l'infâme as de pique, le brandissant comme un prêtre tiendrait une relique. Ceci, mes amis, n'est pas simplement une carte à jouer, c'est l'instrument du dernier pari de Langridge. La pièce entière se pencha en avant, retenant son souffle. « Victor Langridge, » déclara Poirot, « s'est donné la mort, non par un poison dans son verre, mais par sa propre main habile. » Sous les regards ébahis, Poirot déposa l'as de pique sur la table avec le plus grand soin. « Voici la carte la plus dangereuse jamais jouée. » Il sortit une petite loupe et en fit glisser le bord. D'un geste brusque, il pressa le coin supérieur, et à ma stupéfaction, une aiguille fine comme un cheveu jaillit, luisant d'un résidu à peine visible. L'as de pique, dit doucement Poirot, était piégé, recouvert d'un poison par contact, rare, si subtil que ses effets apparaissaient des heures plus tard, imitant une crise naturelle. Mademoiselle Durand étouffa un cri. Langridge, poursuivit Poirot, tenait cette carte en sachant que chaque contact pouvait sceller son sort. Chaque fois qu'il la manipulait, il pariait sa vie. « Mais pourquoi ?» demandai-je, totalement déconcerté. « Parce que, mon ami, » répondit Poirot, les yeux pétillants de cette lueur agaçante de génie, il voulait prouver que même la mort pouvait être vaincue, si l'homme était assez malin. Poirot remit la carte dans sa poche, son visage soudain grave. Mais le destin, Hastings, ne se laisse pas duper si facilement. Il se tourna vers la pièce, abasourdi. Victor Langridge a perdu son dernier pari, non face à un meurtrier, mais contre l'unique adversaire que nul homme ne peut battre, son propre cœur. Pendant plusieurs longues secondes après la révélation, personne ne parla. Le poids de cette vérité, la folie d'un homme misant sa propre vie, semblait trop énorme à admettre. Puis un sanglot étouffé brisa le silence. C'était mademoiselle Durand. Elle était recroquevillée dans un coin de la pièce, les mains tremblantes, couvrant son visage, ses épaules secouées de spasmes incontrôlables. Hastings, tout à fait désemparé face aux larmes féminines, lui tendit un verre d'eau et murmura un vague « Allons, allons », sans grand effet. « Ma pauvre demoiselle, » dit Poirot en s'approchant d'elle,
la voix inhabituellement douce. « Vous avez porté le fardeau d'une terrible loyauté, n'est-ce pas ?» Elle secoua violemment la tête. « Je voulais juste l'aider. L'aider ou le sauver de lui-même ?» demanda Poirot avec délicatesse. « Je ne savais pas ce qu'il préparait, » cria-t-elle. « Pas au début. Mais quand j'ai vu les entrées dans son dernier registre, les noms, les enjeux, j'ai su que c'était quelque chose d'horrible. Et pourtant, je ne pouvais pas le trahir. »« Parce que vous aviez peur, » dit Poirot, « que si Langridge tombait, il vous entraînerait avec lui. » Le visage de mademoiselle Durand se décomposa. « J'ai tapé chaque pari. Je savais qui devait quoi et à qui. Mais Victor m'a toujours dit que j'étais la seule en qui il avait confiance. Je croyais qu'en gardant le silence, tout s'arrangerait. Et donc, poursuivit Poirot, lorsqu'il vous a demandé de l'aider à préparer sa grande mise en scène, vous avez obéi. » Elle acquiesça misérablement. Il disait que c'était son chef-d'œuvre, son plus grand pari. J'ai apporté la carte pour lui, je l'ai aidé à préparer le mécanisme à l'intérieur. Je pensais que ce n'était que du théâtre. Mais ensuite, vous avez vu le poison, n'est-ce pas? La voix de Poirot était plus tranchante. Vous avez compris que ce n'était pas une illusion, mais un jeu mortel? Je l'ai supplié d'arrêter, sanglota-t-elle. Je lui ai dit que c'était de la folie, mais Victor a ri. Il a dit que la maison gagne toujours, sauf si on triche le destin lui-même. Poirot poussa un soupir. « Ah, mademoiselle, vous avez été loyale, mais envers un homme qui ne méritait pas une telle dévotion. » Mademoiselle Durand éclata en nouveaux sanglots. Poirot posa doucement une main sur son épaule. Non pas en détective, mais en homme offrant une compassion silencieuse. « Parfois, dit-il doucement, la pire des trahisons, c'est le silence. » Alors que Miss Durand pleurait dans son mouchoir, Poirot se tourna de nouveau vers l'assemblée. Son expression avait changé. La douceur avait cédé la place à quelque chose de bien plus tranchant. Cependant, annonça-t-il, la mort de Victor Langridge n'est pas le seul crime commis entre ces murs. Lady Margot, qui tentait jusqu'alors de se fondre dans le mobilier, se raidit aussitôt. Le regard d'Armand Lenoir glissa vers la porte, comme s'il calculait déjà la distance qui le séparait de la fuite. « Mes amis, » dit Poirot, « vous avez tous été victimes d'un crime bien plus ancien, bien plus simple, le crime de la cupidité. » Le sourire lustré de Lenoir réapparut. « Monsieur Poirot, vous ne voulez tout de même pas insinuer. »« Mais si, » l'interrompit Poirot avec aisance. « Vous et Lady Margot Kettering formiez un partenariat des plus lucratifs, n'est-ce pas? Une manigance pour manipuler les résultats des jeux à enjeux élevés, en exploitant ceux qui croyaient encore aux caprices de la chance. » La main de Lady Margot se porta à ses perles. « C'est une accusation ignoble, mais exacte, » répondit Poirot d'un ton net. « Vous saviez tous deux exactement qui était vulnérable. Vous alimentiez Langridge en informations, ce qui lui permettait de pousser certains invités à des paris perdus d'avance. En retour, Langridge veillait à couvrir vos propres dettes. »« C'est absurde, » répliqua Lenoir, bien que la légère pellicule de sueur sur son front trahissait son calme apparent. « Absurde ?» Poirot haussa un sourcil. « Dois-je vous montrer les preuves, monsieur ? Le registre personnel trouvé dans la suite de Langridge, celui que mademoiselle Durand a tapé, contient chaque détail de votre conspiration. Chaque invité manipulé, chaque pourcentage détourné. » Lady Margot s'effondra dans son fauteuil, sa façade glamour se désagrégeant en une pure panique. Victor avait promis que rien ne serait jamais dévoilé. « Hélas, » dit Poirot, « Victor Langridge était bien des choses, mais discret? Non. » Lenoir tenta de se ressaisir. « Même si c'était vrai, à quoi bon maintenant? Langridge est mort, il n'y a plus de preuves.
Le sourire de Poirot était fin comme une lame. « Vous oubliez, monsieur, j'ai le registre. » Le visage de Lenoir s'assombrit. Poirot joignit les mains. « Rassurez-vous, mes amis, Hercule Poirot ne joue pas. La vérité, elle, est toujours la main gagnante. » Les perles de Lady Margot glissèrent de ses doigts, une à une, tombant au sol, comme les derniers jetons perdus sur une table truquée. Le colonel Stroud avait passé la majeure partie des révélations de Poirot à fixer son verre de whisky, comme si les réponses à tous ses problèmes s'y trouvaient. Lorsque Poirot posa de nouveau son regard sur lui, le colonel se redressa avec une sorte de dignité lasse. « Eh bien, vous m'avez eu, Poirot, marmonna-t-il. Oui, j'ai essayé de faire chanter Langridge, mais je n'ai jamais voulu le tuer, ce foutu bonhomme. »« Non, » dit Poirot, en joignant ses doigts. « Vous êtes coupable, mon colonel, d'avoir été un imbécile, mais pas d'un meurtre. » Stroud laissa échapper un rire amer. « Je suppose que c'est censé être réconfortant. » Poirot secoua la tête. « Il n'y a pas de réconfort dans le désespoir, mon colonel. Vous espériez acheter un raccourci vers la fortune, mais vous avez misé sur le mauvais homme. » Stroud poussa un profond soupir. « La vérité, c'est que je voulais juste de quoi effacer ma dernière dette, un dernier pari, c'est tout. » Poirot leva un doigt. « Le dernier pari, mon colonel, est toujours le plus dangereux. » « Mais je ne suis pas un tueur, » insista Stroud. « Je l'ai menacé, oui, juste pour qu'il m'écoute. »« Oui, » dit Poirot en se levant. « Et pour cela, je ne vous ferai pas arrêter, mais je vous offrirai un conseil. » Stroud plissa les yeux. « Lequel ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « La prochaine fois, mon colonel, si vous voulez jouer, je vous suggère de vous en tenir aux cartes, pas au chantage. » Hastings émit un reniflement de rire, qu'il couvrit aussitôt d'une toux maladroite. Poirot tapota l'épaule du colonel, son ton étonnamment bienveillant. « Rentrez chez vous, colonel, et peut-être cette fois, essayez une vie honnête. » Stroud marmonna quelque chose d'inaudible et quitta la pièce, l'orgueil meurtri, mais libre. Lorsque les suspects furent congédiés, et que la pièce ne compta plus que Poirot et moi, je ne pus m'empêcher de poser la question qui me brûlait les lèvres. « Alors c'est tout ?» demandai-je. « Pas de coupable, pas d'empoisonneur tapi dans l'ombre, juste Langridge, jouant contre le destin et perdant. » Poirot croisa ses mains devant lui, l'air plongé dans une réflexion profonde. « Tu vois, mon ami, la vie est le plus étrange de tous les jeux. On peut tricher aux cartes, on peut tromper un rival, mais le destin, lui, ne pardonne jamais les tricheurs. » Je réfléchis un instant. « Mais Langridge était malin. »« Oui, » acquiesça Poirot, « mais l'intelligence n'est pas la même chose que la sagesse. » Il désigna la fenêtre, où la mer scintillait, sous la lumière pâle de la lune. « Le vrai joueur, Hastings, il sait quand s'arrêter. »« Langridge ne l'a jamais su ?» dis-je. « Exactement. » Poirot tapota sa tempe. Pour Langridge, l'adrénaline du jeu était tout. Sans cela, il n'était rien. Alors il a misé la seule chose qui lui restait, sa vie. Et il a perdu. Mais oui, le sourire de Poirot était discret, presque triste. Car vois-tu, mon ami, un homme peut tricher le croupier, les autres joueurs, même la maison. Mais il ne peut jamais, jamais, tricher la mort elle-même. Je secouai la tête. Tu arrives toujours à transformer ces affaires en leçons de morale, Poirot. La moustache de Poirot frémit. Parce que, mon ami, le plus grand détective, ce n'est pas Hercule Poirot, c'est la vérité elle-même. Nous venions à peine de quitter le grand salon, quand Poirot, avec un léger sursaut, glissa la main dans la poche de son gilet. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en tirant une carte à jouer. Ce n'était pas l'as de pique, mais le joker, son sourire peint presque jubilatoire.
glissé derrière, un petit mot, écrit de la main familière de Victor Langridge. Même dans la mort, il faut toujours garder une carte dans sa manche. Poirot laissa échapper un léger rire et rangea la carte dans son étui. Ah, Langridge, un joueur jusqu'au bout. Et sur ces mots, nous nous enfonçâmes dans la nuit de Deauville, portés par la brise marine et quelques rires lointains. Alors que nous nous éloignions du salon, laissant derrière nous une toile d'avidité, de mensonges et de désespoir, je ne pus m'empêcher de secouer la tête. « Tu sais, Poirot, dis-je, ce qui m'étonne toujours, c'est que tu dénoues ces affaires, non pas en poursuivant des empreintes ou des indices, mais simplement en comprenant les gens. » La moustache de Poirot frétilla avec satisfaction. « Mais oui, mon ami, tous les crimes, qu'ils soient commis avec un pistolet ou une carte à jouer, naissent non pas de la main, mais du cœur et de l'esprit. Pour résoudre le mystère, il faut comprendre non pas ce qu'un homme a fait, mais pourquoi il l'a fait. Et dans le cas de Langridge, dis-je pensivement, c'est sa propre vanité qu'il a perdue. Précisément, s'exclama Poirot en levant un doigt. Le plus grand mystère, c'est toujours la nature humaine, et le plus grand indice, c'est ce qu'un homme fait quand il pense que personne ne le regarde. Je souris, repensant à la carte du Joker trouvée dans la poche de Poirot. Même depuis la tombe, Langridge n'a pas pu résister à un dernier pari. « Ah !» soupira Poirot. « Mais il a parié contre le destin, mon ami, et c'est le seul jeu que nul homme ne peut gagner. Et maintenant, chers spectateurs, à vous de jouer. Selon vous, quel a été le plus grand indice qui a révélé à Poirot la vérité sur le pari mortel de Victor Langridge? Était-ce ses mains tremblantes, le mystérieux registre, ou bien le célèbre as de pique lui-même? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si cette enquête classique d'Hercule Poirot vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de donner vie à encore plus d'histoires de détectives brillantes. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la prochaine affaire palpitante avec Hercule Poirot, le petit homme au grand cerveau. À bientôt mes amis. Et d'ici là, restez observateurs. Au revoir.